Au cœur d'un affrontement silencieux mais puissant, l'Afrique se retrouve aujourd'hui au centre d'une bataille idéologique mondiale. D'un côté, les défenseurs des droits humains, universels, de l'autre, ceux qui dénoncent une pression culturelle venue de l'Occident, entre lois répressives, revendications féministes et tensions politiques, qui décide aujourd'hui de ce qui est acceptable sur le continent africain. Bienvenue dans ce numéro de Sans Tabou, féminisme, homosexualité, l'Afrique défend-elle ses valeurs ou fait-elle face à des modèles importés? Cette émission est diffusée sur NCA, disponible sur Canal+ Afrique, c'est le canal 573, en France sur le bouquet Free, canal 426. Je reçois pour en parler sur ce plateau Madame Sandrine Ngachou. Je rappelle que vous êtes experte en cybersécurité et vous êtes féministe engagée. Bienvenue. Merci. Et puis, pour débattre face à vous, j'ai deux messieurs. Monsieur Medoun Mbeng, je rappelle que vous êtes agent consulaire au consulat du Sénégal à Paris. Bienvenue, monsieur. Merci. Et puis, Bertrand Sicadi, assez connu, vous êtes auteur et activiste politique. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de débattre de ce sujet. Je pense qu'il est temps de commencer tout de suite par une question. Est-ce que, selon vous, Sandrine, le féminisme est une importation occidentale sur le continent africain? Est-ce qu'il correspond aux réalités africaines? Complètement. Enfin, le féministe, c'est la lutte pour les droits, en fait, l'égalité entre les humains, en fait. Hein. Ça ne peut pas être une importation de l'Occident. Il y a eu des femmes, en tout cas, qui sont luttées dans tout le continent pour les droits humains, en fait. Hein. Donc, ce n'est pas une importation. Peut-être aussi, les personnes ne comprennent pas clairement ce que c'est que le féminisme, déjà, en fait. Souvent, ce qu'on ne comprend pas, on en a peur, et en fait, on fait un rejet, en fait. Il faut déjà que les personnes le comprennent. D'accord. Alors, on va faire un tour de table rapide. Bertrand, est-ce que pour vous, le féminisme est une importation occidentale? Est-ce qu'il correspond aux réalités africaines? Alors, il faut préciser que le féminisme n'est pas une importation occidentale. Mais de quel féminisme parlons-nous? C'est ça la question la plus importante. De quel féminisme parlons-nous? C'est-à-dire qu'il faut commencer par définir les choses dès le départ. La plupart des gens qui sont engagés dans les luttes féministes, qui sont africaines la plupart du temps, sont des gens qui font une sorte de copier-coller. C'est-à-dire que puisque les Occidentaux ont dit ceci, féminisme, on tombe dans ce genre de copier-coller. C'est pour ça que je dis, si on veut parler de féminisme, il faut qu'on revienne d'abord à la définition. On parle de quel féminisme? Féminisme, afroféminisme? On parle du féminisme occidental? Non, parce que le féminisme, c'est pas un thème qu'on peut appliquer partout, non, c'est pas quelque chose d'universel, non. C'est pas quelque chose d'universel. Monsieur Mbeng, vous êtes du Sénégal, vous travaillez, je l'ai dit tout à l'heure, au consulat, mais vous êtes aussi engagé dans toutes les dimensions de solidarité. Comment est-ce que vous définirez ce féminisme? Est-ce qu'on peut dire que c'est une importation de tout ce qui se passe en Occident dans nos sociétés africaines? Bon, je pense que je rejoins Bertrand un peu dans son raisonnement. Il faut se poser la question de savoir, est-ce que le féminisme est adapté à nos réalités africaines? Et dans mon pays, le Sénégal que je connais, je pense que non. Dans le sens où la femme a toujours été valorisée. Même dans notre histoire, il y a des figures féminines qui ont vraiment porté haut le drapeau du Sénégal. Il y a aussi, dans beaucoup de royaumes et de sociétés, on est plus dans le matriarcat. Donc, je pense que le féminisme, tel qu'aujourd'hui, je le vois un peu partout, ça peut être un mouvement féminin qui revendique la revalorisation des droits, mais je pense qu'il y a des contrées où ces droits-là sont acquis. Donc, je ne vois pas, en quelque sorte, le pourquoi du comment on peut s'appesantir sur certaines choses dont on a déjà les acquis. Alors, Sandrine, que réclament les femmes aujourd'hui? Que réclament les femmes africaines aujourd'hui? Je vais déjà répondre, en fait, parce que là, je vois beaucoup d'ignorance, notamment sur le féminisme, en fait. Il y a plein de courants féministes, comme effectivement dans l'économie, le libéralisme, il y a énormément de courants. Il y a le féminisme libéral, le féministe radical, le féministe
également traditionnel. Enfin, il y a énormément de courants dans le féminisme. Mais Bertrand, il a parlé d'afroféminisme. Il faut Lui, qu'on se comprenne voilà, dès il le a départ. précisé. Vous vous positionnez en tant qu'afroféministe. Je vous ai pas interrompu. Est-ce qu'elle se positionne en tant qu'afroféministe? Je vous ai pas interrompu. Si elle parle du féminisme sur le plan global, pour moi, ça n'a aucun sens. Je vous ai pas interrompu. Non. Il faut qu'elle se positionne en tant que féministe à l'occidentale, féministe africaine. Il faut qu'on se comprenne. Je vous ai pas interrompu, en fait. Justement. Et on fait pas de chantage. Là, déjà, voilà, on fait pas de chantage à quitter le plateau. Donc ça, par contre, ça manque de hauteur. Il faut qu'on se positionne. Je vous ai pas interrompu. Je vous ai pas interrompu. Vous me laissez terminer mon propos par respect quand même. Laisse terminer le propos. En fait, il y a plusieurs courants. L'afroféministe, en fait, a été créé aux États-Unis. L'afroféministe, en fait, a été créé par des femmes noires. Et même dans l'afroféminisme, il y a plusieurs courants encore au sein de l'afroféminisme, en fait, aussi. J'ai même perdu le fil, en fait, la question, parce que... Non, parce que la question, c'était de savoir de quel... Est-ce que vous vous positionnez ce soir sur le plateau comme une afroféministe? C'est-à-dire qu'il parle du point de vue d'une afroféministe. Oui, alors mais la si question... vous parlez, si vous importez le féminisme occidental, ça n'a pas de sens parce que là, laissez-moi terminer. Je sais très bien que c'est une féministe, elle est tout simplement africaine, mais c'est qu'elle compliqué prône, évidemment, c'est le féminisme en tant qu'occidental. On va juste la laisser. Copier-coller de toutes les bêtises qu'on peut voir en Occident et qui n'ont rien à voir avec nos réalités africaines. C'est de ça que alors, monsieur Bertrand, on va juste la laisser. Sandrine, vous avez parlé de l'afroféminisme qui est né aux États-Unis. Est-ce qu'on peut partir du principe que ce courant-là justement perçoit les réalités des femmes qui sont sur le continent? Non, ça n'a rien à voir en fait. Encore une fois, l'afroféminisme, en fait, parce qu'il parle, il est ignorant sur la question. En fait, ça n'a rien à voir. Le féminisme la lutte pour les droits humains dont se battent les femmes en Afrique n'a rien à voir avec les réalités. Et là, je rejoins Monsieur Banks, ça n'a rien à voir avec la réalité des femmes afro-américaines, en fait. C'est deux choses différentes. Aujourd'hui, je vais prendre des chiffres très, très simples, en fait, sur la vie des femmes, de dire que les droits sont acquis, faux. Les femmes, aujourd'hui, en Afrique, meurent sur le continent. Il y a le plus de décès des femmes, notamment en matière de violence conjugale. Vous avez des statistiques? Pardon, on va juste la laisser finir. Vous ne m'interrompez pas. On va juste la laisser. Après, vous aurez la parole, monsieur Sikadi. Vous la laissez dire des bêtises. Non, mais laissez-la finir et après, vous pourrez argumenter. Donc, en fait, les féminicides... On ne peut pas, parce que je n'ai pas interrompu, je n'ai pas porté un jugement sur vos propos. Allez-y. Voilà, parce que tu as estimé qu'on était ignorant de la question, c'est un jugement, madame. Non, ignorant, c'est un fait. Donc, vous êtes ignorant sur la question du féminisme. Vous pourrez répondre, il n'y a pas de souci. Non, vous avez... question. Ça se voit très bien. Vous êtes ignorant sur la question. On la laisse question. répondre et après, vous pourrez répondre. Aujourd'hui, en fait, les luttes, notamment des femmes en Afrique, en fait, c'est pas les mêmes luttes même que les femmes noires ici en Europe ou les femmes noires aux États-Unis. Les femmes en Afrique aujourd'hui, en fait, elles se battent beaucoup sur les morts, sur leur violence. Les féminicides. Il y a énormément de féminicides. Le taux de féminicide en Afrique est plus important que le féminisme ici en Occident, en tout cas enfin en Europe. Pour les chiffres en Europe, moi je compare les chiffres en Europe. Non, par exemple pour l'exemple de la France. Est-ce qu'elle a des sources? L'exemple de la France, on est à 134 et 140 féminicides par an. Mais en sachant que sur la qualification des féminicides, il faut quand même qu'il y ait tout un processus pour que ce soit déclaré, pour que ce soit déclaré féminicide. tout à fait. Exactement. Aujourd'hui, tout à fait. Il y a les mouvements qui sont arrivés, en fait, parce que vu la souffrance et la douleur des femmes en Afrique, en fait, qui ont commencé à créer pour compter leurs morts, parce qu'il n'y a pas d'institution, comme c'est le cas ici en Europe, pour compter, puisque les morts des femmes sont ignorées. Donc, d'où il parle des chiffres, oui, les chiffres, ce sont les femmes elles-mêmes qui sont en train de mentir, parce que les institutions, je parle bien pour le Cameroun, que je suis énormément, parce que moi, je suis franco-camerounaise. En fait, pour les chiffres du Cameroun, il n'y a pas d'institution qui suit les chiffres, notamment des féminicides. Ce sont les femmes elles-mêmes qui prennent ce travail, qui font ce travail-là, qui devait être fait par les institutions. Et donc, ça, c'est la première chose. Selon vous, donc, elle réclame déjà qu'il y ait en fait des dispositions pour empêcher les violences conjugales. C'est ça. C'est vraiment ça, les premières batailles des femmes en Afrique, en fait, là-dessus. Alors, il y a d'autres batailles. Avant de passer la parole à monsieur Sikadi, monsieur Mbeng a dit tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de processus qui avaient été faits pour que les droits quand même des femmes soient reconnus, notamment au Sénégal. Est-ce que vous pouvez citer quelques droits? Oui, par exemple, la loi sur la parité. Déjà, dans la Constitution de 2001, dans l'article 7, c'est mentionné que les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. Donc, par rapport il y a des dispositions juridiques par rapport à la parité au niveau de la législation. Par exemple, dans les élections législatives, il faut une parité absolue, sinon la liste est invalidée. Donc, il faut à chaque fois qu'il y ait un homme,
il faut qu'il y ait une femme. Une candidature de femme pour aussi. La candidature de femme. L'autre chose aussi, je pense que dans l'histoire récente, on a eu 2 premiers ministres de sexe féminin. Donc, je pense que sur ce plan-là, je suis tout à fait d'accord avec Madame Ngach, c'est ça? Gachou, Madame Gachou, oui. Excusez-moi, je m'en excuse, Non, Madame Gachou. Donc, il y a toujours une amélioration des conditions des femmes. Elle parlait tout à l'heure de féminicide. C'est un phénomène qu'on ne peut pas omettre, qui existe. Mais aujourd'hui, par exemple, dans le pays du Sénégal, il y a une forte baisse. La scolarisation des femmes est une affaire d'État. Donc l'État, dans sa législation aujourd'hui, est en train de réhabiliter la femme. Parce que le féminicide est tellement et sévèrement puni que maintenant, on assiste à une baisse au niveau du Sénégal. Donc, autant, il faut... Donc, en passant par l'éducation, justement, des femmes et des garçons pour lutter contre les violences. Contre les violences. Quelque part, j'ai lu un auteur un jour, je me rappelle plus comment il s'appelle. Il parlait de womanisme. Le womanisme, c'est quoi? C'est le féminisme adapté à nos us et à nos coutumes, à notre réalité africaine. Parce que oui, c'est très différent. Alice Baker, c'est très différent par rapport aux réalités occidentales. Donc, on a une réalité africaine qui font que la femme occupe une place de choix. Moi, je parle du pays du Sénégal que je maîtrise. Donc, je vois que même dans l'histoire, il y a eu des reines qui ont su porter tout au royaume où il y avait à prédominance des hommes. Donc, je pense que il y a des actes qui sont posés. Maintenant, toute œuvre humaine est perfectible. Il y a toujours des efforts à consentir, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Très bien. Alors, Monsieur Sikadi voulait répondre. Allez-y. Avant cela, ok. Est-ce que... alors, la parité, pour moi, c'est une bêtise. Vous comprenez? Alors, si on veut parler de parité, il faut qu'on soit dans la parité réelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que parité parce qu'on veut faire plaisir aux gens. Parité, c'était quoi pour le poste de... Des députés, les élections législatives. Okay. Est-ce qu'il y a la parité au front quand il y a la guerre? Au front? Est-ce que les mêmes femmes qui parlent de parité oui. au Parlement, il faut plus de femmes au Parlement, il faut plus de femmes ministres, est-ce que vous avez donc cette parité au front des guerres quand il faut porter les armes pour défendre la patrie? Mais quel est votre propos? Mon propos est très simple. Il faut qu'on soit cohérent dans ce qu'on veut faire. Donc pour vous, il faut que dans l'absolu, donc la parité, ça doit être dans l'absolu. Dans tous les plans. Il ne faut pas qu'on soit dans cette sorte d'hypocrisie qui veut que, bon voilà, les féministes, ah non, nous voulons la parité uniquement pour des postes de ministres, de parlement et autres. Au Parlement, on a besoin de plus de place, il faut la parité, il faut plus de femmes députées, plus de femmes maires. D'accord? Mais Bertie, je pense Mais en même temps, il y a toujours un s'il faut aller en guerre, il faut que les mêmes femmes qui crient « nous voulons plus de place au Parlement » soient dans les rues pour dire « nous voulons également la parité dans l'armée ». Nous voulons la parité au front des guerres. Il ne faut pas juste prendre ce qui vous arrange. Très bien. Simplement, voilà ce que j'ai dit. Et je précise très bien ici que je défends les droits des femmes. Je suis contre les violences faites aux femmes. Et je me bats contre cela depuis des années d'ailleurs. Sur mon parcours de migrant, je me suis battu à protéger les femmes. Mais encore une fois, je fais une différence entre les femmes, nos mamans, les vraies femmes, et des folles qui s'appellent des féministes. Ce sont mes propos. Alors, ce sont mes propos. Très bien. Ça, c'est vraiment une pathologie. Pour moi, c'est des malades. Alors, voilà. On va marquer... Ça, ce sont mes mots. Voilà. On arrive au terme de cette première partie. Je propose qu'on marque une courte pause et qu'on revienne pour la deuxième partie de cette émission. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA,
the New African Channel. Retour sur ce plateau pour cette deuxième partie de Sans Tabou. Le sujet du jour, il est question de parler de féminisme, un débat qui suscite, comme vous l'avez entendu dans cette première partie, des réactions clivantes, je le dirais ainsi. Alors Bertrand, vous étiez en train de dire que vous défendez le droit des femmes. Est-ce qu'on peut vous considérer comme féministe, finalement ? C'est pas le mot que j'ai envie d'utiliser. Non, mais vous défendez le droit des femmes. Cependant... C'est-à-dire que nous sommes dans cette logique-là de protéger les femmes. D'accord. Les femmes qui se reconnaissent en tant que femmes et qui gardent leur place de femmes et qui respectent les hommes. Alors, on va Il y a une peut-être autre catégorie de femmes qui sont qui ont pour but de rabaisser les hommes, qui ont pour but de démasculer les hommes. Leur objectif, c'est de prendre la place des hommes. Ça s'appelle le féminisme de substitution. Et là, nous nous opposons. Nous respectons les femmes qui savent respecter les places des hommes. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je vais sortir en précisant qu'il y a un rapport direct entre les violences conjugales et la montée du féminisme agressif. Alors, on va peut-être laisser Madame Gachou répondre. Sandrine Gachou, allez-y. Même répondre face à ce genre de propos, en fait, c'est complètement... je suis limite sans voix, en fait. De dire pour l'armée, déjà, il ne connaît même pas ça que je dis encore, il y a encore une ignorance sur le féminisme. Quand il dit qu'il est contre la parité, parce qu'il faut une parité absolue dans tous les domaines. Le féminisme, déjà, va jamais aller se battre pour l'armée, parce que lorsqu'il y a un armement, lorsqu'il y a l'armée, les personnes qui souffrent le plus sont les femmes et les enfants. On le voit au Congo, à RDC, les viols que subissent les femmes et les enfants. Le docteur Denis Mukwege se bat aux côtés des femmes. Donc vraiment, ça par contre, encore matière... Je suis outrée, je ne sais même pas entendre autant d'âneries sur une table, en fait, autant d'ignorance sur un sujet tel que le féminisme, en fait. Voilà, vous me laissez finir. J'ai laissé... Et comme il dit, le féminisme, c'est une pathologie. Il a tellement tous les critères qu'il vient d'évoquer, c'est un masculiniste. Un masculiniste, c'est aussi une pathologie pour nous les féministes. Et après, par rapport effectivement sur le fait que oui, il y a une féministe, j'ai oublié le nom là, je l'avais, ça m'est sorti, une féministe. Qui fait l'intersectionnalité. Non, une féministe sénégalaise qui avait été interviewée par Moissy. Moissy l'avait fait venir en fait depuis le Sénégal, qui s'est battue, qui connaît très très bien l'histoire des femmes féministes africaines en fait aujourd'hui, et elle indique en tout cas tous les combats qui sont menés, le fait aussi que l'histoire du Sénégal, nous a expliqué l'histoire du Sénégal, notamment le féminisme au sein du Sénégal, en fait les batailles c'est pas parce que aussi qu'on met une parité, comme dit monsieur Mengue, que finalement les femmes ne subissent pas les violences. Il y a bien les parités dans la loi en France, c'est pas pour autant que les femmes ne subissent pas les violences, que ça soit en politique, que ça soit ailleurs en fait. Voilà. Donc le rapport avec la figure du féminisme sénégalais qui a été interviewé, dont le nom effectivement nous échappe, c'est peut-être de retracer le féminisme au Sénégal, c'est ça? Elle retrace le féminisme au Sénégal, elle retrace également le féminisme dans toute l'Afrique, en fait, avec tous ses compères, en fait, comment ils ont lutté dans les années 70, au moment des indépendances, à quel point, en fait, les femmes, le féminisme est vraiment apparu au moment des indépendances, en fait. Elle explique au Maroc, en Algérie, elle est vraiment une source, j'ai oublié le nom, vient de m'échapper, je l'avais là, et tout. Elle l'explique vraiment, c'est parce que ça aussi, c'est important que des personnes s'approprient aussi les combats et les batailles, puisque les femmes ont toujours, de tout temps, même ici, ont ignoré l'histoire, les femmes qui ont lutté, notamment sur l'avancée des droits humains, en fait. Donc c'est important de pouvoir le dire. De le rappeler. Très bien. Il faut quand même qu'on arrive à avancer. Vous souhaitiez peut-être réagir. Elle a parlé de Moissy. C'est bien le collectif Moissy. Le collectif Moissy, oui, tout à fait. C'est le collectif Moissy. Alors, oui. Ça fait partie de ce que j'appelle les organisations collectifs Moissy. Comme par hasard, il fallait voir les gens qui sont à la tête du collectif Moissy. C'est-à-dire? Pour la plupart, ce sont des célibataires endurcis, des femmes mal élevées, des lesbiennes, et ceux qui sont des queers. Allez regarder dans l'organisation qu'ils appellent le Nyansapo. Mais là, est-ce que vous connaissez? Non, attendez. Est-ce que vous êtes au courant que cette association a organisé des rencontres féministes à Paris et qui avait été interdite par Hidalgo? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que ce sont des organisations interdites aux hommes. Je vous dis, celles qui s'appellent féministes, leur problème, ce n'est pas le droit des femmes. Leur problème, c'est de lutter contre les hommes. Voilà le seul problème. Ça, c'est votre interprétation. C'est pas défendre les droits des femmes. La preuve, il y a un rapport direct entre ces féministes, pour la plupart des femmes impolies, mal élevées, et le célibat. Le célibat, il y a un rapport direct entre toutes ces femmes-là qui sont
Angela Davis, elle est quoi? C'est-à-dire, Elle est allez-y. lesbienne. Joséphine Donc Baker, vous qu'est-ce faites- qu'elle est vous- quoi? vous faites un Je lien fais un lien entre- direct entre entre le la plupart féminisme de ces féministes mal élevées et leur qui ne orientation supportent pas sexuelle. le foyer, qui ne supportent pas le foyer, qui ne supportent pas l'autorité de l'homme, qui sont dans une logique de guerre, de confrontation, le féminisme de frustration, le féminisme de castration a pour conséquence les mamans qui se retrouvent seules avec des enfants, des femmes, des enfants, des mamans qui élèvent d'ailleurs leurs enfants seuls. Et aujourd'hui, il y a d'ailleurs certains qui nous font croire que élever des enfants seuls, c'est faire preuve de force. Non mais De quel féminisme vous parlez? là c'est un peu la C'est ça le caricature, problème. c'est un peu la caricature Vous que pouvez dire vous... ce que vous voulez, je suis ici pour dire des choses qui sont très claires. Je parle de Nyansapo, des chiffres sont là, ces organisations sont connues, certaines ont d'ailleurs été interdites. On peut aller un peu plus loin, vous comprenez? La plupart de ces femmes, je veux sortir avec, vous suivez la dame qu'on appelle Chimamanda, Oui, Ngozi, vous oui, tout à connaissez fait. le problème qu'elle a eu récemment. Elle a perdu son bébé, Elle malheureusement. a fait recours à quoi? Non, mais dites-nous. Elle a fait recours aux mères porteuses. Dites-moi Mais comment... quel est le non, non, rapport? Mais écoute-moi. Non, mais Monsieur Madame, Sikadi, madame, allez-y, allez-y. dites-moi comment en même temps on peut être en train de défendre le droit des femmes et être en train de payer l'utérus d'une autre femme. Ça dit qu'on loue l'utérus d'une autre femme pour faire un bébé et en même temps on dit défendre les droits des femmes. Ce qui les intéresse, c'est pas l'excision qui les intéresse. C'est pas les petites filles qui souffrent partout qui les intéresse. C'est une histoire des femmes la plupart du temps frustrées pour certains des dégénérés qui sont en guerre contre les hommes. Et Alors, moi, celle-là, nous n'allons pas laisser la voix comme Est-ce ça. que vous pensez que sur le continent africain, dans nos sociétés africaines, les femmes ont les mêmes droits que les hommes? Est-ce que vous pensez que la jeune fille qui est par exemple au collège a les mêmes droits que le jeune garçon? Est-ce que en termes de droits, c'est juste pour vous? Ou alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cela en dehors de la caricature que vous venez de faire? Non, vous ne pouvez pas traiter mes propos de caricature. Non, parce que ce que là- je dis sont des choses qu'on peut démontrer. Parce que vous êtes parti sur Voilà. le plan privé, c'est pour ça que je vous dis... Non, mais justement, quand Revenons- vous parlez de cela, ça réfère aussi au privé. Ben justement, En termes de droits, justement. est-ce que vous pensez qu'une Il y a- petite fille a les mêmes droits qu'un petit garçon, par exemple, sur le continent africain? C'est juste... Non, c'est même pas une question du continent africain. Bon, Ok. restons donc sur le continent africain. Allons-y. La société telle qu'elle est faite, vous comprenez? Ça, c'est des trucs, ça va choquer les gens. La société telle qu'elle est faite, elle a été bâtie, elle a été construite par des hommes, la plupart. Les femmes, on ne dit pas qu'elles n'ont pas des droits. Chez nous, ce qu'on fait pour promouvoir les droits des femmes, justement, si on fait la promotion des droits des femmes, c'est justement parce qu'il y a déjà un problème de droit qui se pose à la base. Il y a des choses pour lesquelles je me bats, justement, les filles doivent aller à l'école. Il y a des gens qui estiment que la place de la femme, c'est dans son foyer. Uniquement pour faire des enfants, la place au foyer uniquement pour, je ne sais pas, cuisiner et autres. Moi, par exemple, moi j'ai une fille, je l'éduque, je ne lui dirai pas que ta place est à la cuisine. Et c'est d'être dans un foyer, par exemple, tout simplement te taire et obéir à tout. Il faut bien comprendre le fond et la pensée le fond de ma pensée. Très bien. Je vais Donc, juste il laisser y a des réagir. problèmes. Ces problèmes-là sont progressivement réglés dans certains cas. Il y a aussi des gros problèmes quelque part. C'est-à-dire qu'il faut avancer sur ces sujets-là. Les femmes ont droit, par exemple, à l'accès à l'éducation. Bon, l'égalité salariale, c'est encore une autre supercherie. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler ou pas, mais encore une fois, je veux que les gens soient... Très bien. On va juste laisser répondre. Des combats justes. Voilà, la femme doit aller à l'école. Très bien. La femme doit faire ceci. La femme doit aller- Monsieur elle a ses Mbeng, est-ce que droits. vous pensez que aujourd'hui, il est possible, par exemple, dans la société sénégalaise, qu'on arrive à avoir les mêmes droits pour la femme sénégalaise et l'homme sénégalais? Bon, je dirais qu'on est plein dedans. Mais avant de répondre à cette question aussi, j'aimerais revenir sur les propos de M. Sadiki. Moi, je pense... Sikadi, Monsieur excusez-moi. Sikadi, oui. Sikadi, excusez-moi. Je pense que quand même, bon, c'est tout à fait normal et légal de permettre aux femmes de lutter pour leurs droits, de lutter même pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Ça, on ne peut pas leur dénier ça. Tout de même aussi, tout excès est nuisible. On peut ne pas considérer excès, mais on peut ne pas réduire aussi la femme à des aspirations privées ou individuelles dans le sens où ça devient super chéri ou je ne sais pas quoi. Moi, je pense que nous sommes dans un monde où, dès lors que les hommes et les femmes sont égaux, en tout cas au niveau de la loi de la plupart des contrées, moi je pense qu'il est très, très loyal et plausible que les femmes réclament le droit de fait. Maintenant, pour revenir sur l'exemple du Sénégal, je dirais qu'on est en plein dedans. Aujourd'hui, il faut dire que les choses sont en train de bouger. Au Sénégal, actuellement,
voilà, les femmes, là où je rejoins dans son raisonnement, c'est le problème de la parité. Moi, je peux dire qu'on peut rester dans l'élitisme, dans les compétences, dès lors que, en fait, le plus compétent, c'est une femme, qu'il soit la femme, dès lors que le plus compétent, c'est un homme, qu'il soit l'homme. Et au Sénégal, je pense que c'est dedans. Les femmes sont en train de faire bouger le pays partout dans le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a des figures qu'on peut citer même là-bas au Sénégal qui sont en train de rayonner même sur l'international. Je peux prendre l'exemple du professeur Amsatou Sow Sidibé, qui est aujourd'hui le président de Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Donc les femmes sont dans les postes de commandement, mais avec leurs compétences. On n'est même plus dans le spleen de dire qu'il est de sexe tel ou de sexe tel. Non. Ces femmes-là ont notre respect. On a dépassé cela. On va juste le laisser parler. On Très bien. a dépassé cela. On a dépassé cela et c'est des choses qu'on a héritées du passé, de l'histoire. Comme je vous ai dit, il y a des femmes qu'on peut citer, les Aline Sitoé Diatta, les Yacine Boubou, les Ndate Yalla, ont été des reines qui ont su porter des royaumes où les hommes, en fait, il y avait une forte présence masculine. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés d'incarner un leadership et que les hommes ont été obligés de s'allier par rapport à ce leadership féminin. Très bien. Sandrine, alors pardon, ce n'était pas une guerre contre les hommes. Bertrand, nous le connaissons. Ce n'était pas une guerre contre la gente masculine. Bertrand, s'il vous plaît. Contrairement au féminisme merci de respecter le travail d'une femme sur ce plateau. C'est moi qui donne la parole. Alors, Sandrine, à l'écoute justement de ce que vient de dire M. Mbeng dans la société sénégalaise, et de ce que vient de souligner Bertrand, est-ce qu'il y a certains mouvements féministes qui ont eu des dérives ? Est-ce qu'on peut souligner des dérives de part et d'autre ? Non, il n'y a pas. Qui ont nui finalement aux défenses des droits ? Non, en fait, il n'y a pas de dérive, en fait. Pour effectivement un homme qui se sent attaqué parce que les femmes essaient de lutter contre ses droits, c'est un homme déjà qui a un problème vis-à-vis de sa masculinité, en fait. Le dit M. Bengué, en fait, si une femme se lutte pour ses droits, normalement, si tu es un homme sensé, tu ne serais pas avoir peur qu'une femme ait plus de droits, en fait. De quoi as-tu peur, en fait ? En réalité, la plupart des masculinistes, pour moi c'est un masculiniste, en fait, sont noyés dans la peur. En fait, la peur de quoi ? Alors, il faut bien qu'on se mette d'accord pour les téléspectateurs qui regardent. Quand vous parlez de masculiniste, justement, il faut expliquer ce que ça veut dire. Oui, un masculiniste, en fait, c'est un homme, en fait, qui défend une femme de rester à sa place, une femme, la définition traditionnelle, en fait, de l'opposition que la femme doit avoir, en fait. Elle est complémentaire à l'homme, je ne vois pas de quel complémentaire il parle. Bon, anyway, voilà. Donc, en fait, c'est ça, un masculiniste, en fait. Et pour moi, il n'y a pas de dérive, en fait, dans des mouvements féministes non, dont il a parlé, qui excluent les hommes. Vous me laissez finir. Vous me laissez finir. Une autre folle, elle était féministe. Oui, non, mais ça, c'est Simone de Beauvoir est une folle, c'est une féministe. Mais attention. La preuve, on peut continuer à citer tous ces gens. Oui, on va juste la laisser. Vous laissez terminer. Personne ne vous interrompt, mais au moins la délicatesse de ne pas interrompre les autres. Allons-y. Par exemple, en fait, ce que je voulais dire, il m'a même coupé dans les propos que je voulais avoir, en fait. Il n'y a pas de dérive des mouvements. Par exemple, je prends l'exemple, en fait, quand Nelson Mandela luttait pour les droits, notamment des personnes noires, du point de vue des personnes blanches, en fait, c'était un extrême. Il a été inscrit comme terroriste au niveau du FBI. Encore une fois, c'est pour qui, effectivement, qui voit du point de vue que c'est une extrême, en fait, c'est une extrémité, que c'est qu'il y a une dérive, en fait. C'est qui le définit, en fait ? Derrière, pour les personnes blanches, en fait, et même pour les États-Unis, Nelson Mandela, c'est un fou. C'est un extrême, en fait, qui voulait déstabiliser le système. Bah oui, les féministes sont là pour dire attention, on va lutter pour nos droits et on ne se laissera plus faire, parce que longtemps, la femme s'est laissée faire, les violences qu'elle a subies et tout ça. Là, au moins, je rejoins le masculiniste. Oui, la société est faite par les hommes et pour les hommes. C'est eux qui définissent un référentiel, c'est eux qui construisent la manière dont la femme doit décider de son corps. Il parle de Chimamanda, elle fait ce qu'elle veut. Une femme choisit si elle veut donner son enfant à une autre femme. On l'avait déjà en Afrique. Femme avait donné, vous me laissez, une femme, quand elle avait un enfant, quand une femme n'avait pas d'enfant, elle était infertile, elle donnait l'enfant et tout. Donc c'est la même chose. Pardon. Non, monsieur Sikadi, s'il vous plaît. Vous ne savez même pas du coup. Ce n'est pas pareil. Du coup, apprenez même le corps humain de la femme, parce que là, maintenant, vous êtes même ignorant sur la physiologie du corps de la femme. C'est normal. Monsieur Sikadi. Non, je ne peux pas laisser qu'elle dise des choses comme ça. Non, ça existe déjà. Ça existe déjà. L'utérus d'une femme Ça existe déjà. Quand un homme était infertile, on demandait
à la femme de coucher avec le frère de l'homme. Et ça ne peut choquer pas personne quand ça reste en famille. Ça existe, ça, en fait. Ça existe, ça. Et ça existe dans les sociétés de manière très, très longtemps. Et même dans la société nigérienne, j'ai oublié vraiment le peuple nigérian, une ethnie, en fait, quand une femme ne pouvait pas avoir des enfants, elle avait la possibilité d'être en relation sociale avec une autre femme qui avait des enfants, et les enfants le considéraient comme père. En fait, c'est des situations qui existent déjà en Afrique. Ça n'a aucune importation occidentale, en fait, encore une fois. C'est une méconnaissance même des réalités africaines. Pas confondre Très bien. avec Alors, louer l'utérus. Mais on parle de quoi? Alors, on n'est pas là pour parler... Je suis camerounais, je suis bamileke. Oui, très bien. Au Cameroun, ça existe, ça. Monsieur Dans nos Sikadi. familles, on le sait. Monsieur mais Sikadi. elle parle d'une autre chose. Monsieur Sikadi. Quand je parle de Chimamanda, ce n'est pas pareil. Monsieur Louer Sikadi. l'utérus d'une femme, ça n'a rien à voir. Monsieur Sikadi, le thème Faut du pas débat, confondre. c'est pas sur les utérus des femmes, s'il vous plaît. D'accord? La question, Essayons elle vient d'avancer. d'aborder, c'est pas- Non, non, essayons d'avancer. Oui. Par contre, moi j'ai une question avant qu'on arrive à conclure cette deuxième partie. Messieurs, est-ce qu'on peut être féministe et polygame? Je vais commencer par Bertrand. Est-ce que vous pouvez être féministe et polygame? Ça n'existera jamais. Vous en connaissez? Non, mais je vous pose la question. Si vous me reposez la question, on n'avance pas. Est-ce que c'est Vous pouvez possible? poser la question à la madame Ngati. Bien sûr, mais pour l'instant, je fais mon travail. D'accord. Une féministe. Déjà, Un homme Féministe. peut-il être féministe et polygame? non, être féministe en même temps et polygame. Je vous ai dit, j'ai déjà un problème avec le mot féministe. Très bien. Qu'est-ce que vous entendez par un homme féministe? Un homme peut dire qu'il défend l'évolution des droits des femmes et être polygame ou pas? Un homme, évidemment, pourquoi pas, ça dépend. Très bien. Monsieur La Mbeng, polygamie a été inventée par des femmes. ok. Il faut que ce ne soit pas quelque chose de contraignant. Moi, je ne suis pas pour que les femmes soient dans des foyers où elles sont obligées d'être là, dans des foyers polygamiques et autres. Il faut que cela soit consentant. Il ne faut Monsieur, pas qu'on soit dans... voilà. Et alors, Monsieur je ne suis Mbeng, pas contre... qu'est-ce que vous pensez justement de la théorie être féministe et polygame? Pour un homme. Bon, un homme peut être fait dès lors que le féminisme signifie aider les femmes ou bien s'associer à leur volonté de lutter pour leurs droits. Moi, je pense que tout homme est féministe. De la polygamie maintenant, ça peut être une question de vie culturelle ou spirituelle. Maintenant, qui? Est-ce que dans la spiritualité de l'homme ou dans sa logique culturelle, la polygamie est intégrée? Dès lors qu'en fait, ça va de concert, moi, je pense que oui. Sandrine, un petit mot là-dessus. Un homme ne peut pas être féministe, déjà, pour moi. D'accord, ça c'est Voilà, exclu. c'est exclu. Un homme ne peut pas être féministe. Encore la Est-ce question. qu'un homme peut défendre, par contre, dire qu'il veut une évolution des droits des Un femmes homme peut être et être un polygame? allié. Un homme peut être un allié du féminisme, et être polygame. Là, pour le coup, je vais avoir une position d'accord avec le masculiniste. Hein. Oui, en fait, il faut que ça soit un consentement des deux parties. En fait, encore une fois, une femme fait ce qu'elle veut de son corps, en fait. Mais le problème, c'est que la polygamie telle qu'elle est instituée en Afrique est déséquilibrée pour les femmes, en fait. Donc, en fait, c'est ça. Si c'était une polygamie où les femmes avaient une forme d'égalité, où elles décidaient de Ça ce a qu'elles été veulent, inventé par des femmes. est-ce qu'elle voulait, en fait, et tout, oui, là, oui, en fait. C'est pas parce que, là, encore une fois, je vais pas faire l'histoire, en fait, parce que là, du coup... Non, alors, on Ce sont arrive, elles-mêmes ce qui que je inventent. propose... Voilà, ce que c'est je ça, propose- parce que là, polygamie, c'est une Pardon, invention féminine. s'il hein. vous plaît, Ça s'il n'a vous rien à plaît. voir avec les hommes. hein. Monsieur Sikadi, très bien. On Bon, arrive elles ont au inventé un terme. poison pour elles-mêmes. On arrive au terme. Alors, ce que je vous propose de faire tout de suite, c'est de regarder, on a interrogé dans les populations, dans les rues de Yaoundé, pour savoir, en fait, ce qu'elles pensaient. Elles pensaient Ouais. d'être féministe et polygame. Je vous propose de regarder et on revient en plateau. Je ne trouve pas ça normal, hein, parce qu'un homme ne peut pas se permettre de défendre la cause d'une femme et par derrière faire ce qui ne peut pas plaire à cette femme. Moi, j'appelle le genre là, remuer le couteau dans la plaie tout en regardant droit dans les yeux de la femme. Ce sont des choses comme ça qui poussent les femmes à se suicider. Ça dépend. S'il est polygame, ça veut dire qu'un d'abord, il aime d'abord beaucoup plus les femmes. Je ne pense pas qu'un homme peut être féministe, mais je dis que s'il est féministe, ça veut il a chuté, il a baissé la faute des hommes. Tu ne peux pas dire aimer les femmes, défendre les femmes et prendre une deuxième femme qui va venir faire souffrir, peut-être celle que tu as déjà à la maison, genre, tu vas dire que non et tout. En fait, lui, il ne peut pas ressentir la douleur là, mais la femme ressent cette douleur là. Je ne sais pas, cette douleur est interne, il ne peut pas la ressentir. Tu vas dire aimer une femme et tu fais souffrir cette dernière après. Voilà, il faut avoir deux femmes à la maison et puis il respecte bien ses femmes. Voilà, vous venez d'entendre un peu des avis qui sont partagés. On refait juste un petit tour de table. Monsieur Mbeng, qu'est-ce que vous pensez des réactions de ces femmes? Oui, bon, je peux comprendre en fait leur spleen quelque part. Parce que quand on est femme, effectivement, ça peut être très délicat d'accepter la polygamie.
Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la polygamie, moi je pense que c'est une affaire privée. Ça dépend de la logique culturelle et spirituelle de la personne qui souhaite le faire. Si vraiment ça rentre dans sa logique et qu'il y ait un consentement aussi. Donc, justement, la dernière personne interviewée parlait de respect. Donc, pour moi, le respect, c'est avoir le consentement de votre première femme, même si c'est hypothétique, parce qu'il n'y a aucune femme qui peut accepter le fait de la polygamie. Mais parfois, quand on arrive aussi dans une logique, comme je vous dis, religieuse, parfois qui vous permet... la société aussi vous permet de pratiquer la polygamie. Moi, je pense que le minimum, c'est le respect pour trouver le consentement, ne serait-ce qu'aviser votre femme et essayer de le convaincre d'accepter. Alors, Monsieur Sikadi. Je ne parlerai pas de logique religieuse. Hein. La question de la polygamie n'a rien à voir avec... n'a rien à voir avec la religion. L'islam, on dit jusqu'à 4 femmes. Et moi, je suis traditionnaliste et chez nous, on peut avoir autant qu'on veut. C'est pas ça le problème. Il y a d'autres qui ramènent ça sur l'aspect religieux. Je dis ceci. Il faut qu'on se comprenne. La polygamie est une invention féminine. Il faut d'abord commencer une fois que vous avez dit ça. De 2. Très bien. Il y a la plupart dans nos foyers des femmes qui elles-mêmes premières dames, le premier poteau de la maison comme on appelle, qui elles-mêmes à un certain moment disent « je vais chercher une deuxième femme pour mon mari ». Il y a beaucoup de foyers polygamiques dont les deuxième femmes, troisième femmes, quatrième sont épousées officiellement par la première, elle-même qui se déplace pour aller chercher la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, ce que vous voulez. Le problème maintenant, le poison du féminisme fait que la polygamie est présentée comme quelque chose de forcément mauvais pour la femme. Si c'était donc quelque chose de mauvais, il faut s'en prendre aux femmes parce que ce sont elles-mêmes les femmes qui ont inventé la polygamie. Très bien. Voilà, Maria. Sandrine, peut-être pour répondre, et puis on va finir avec ce sujet sur le féminisme. Alors, essayer un peu de comprendre finalement, si on peut appeler ça un paradoxe, avec ce qu'on vient d'entendre. Encore une fois, c'est les femmes qui vivent dans ces foyers-là. Le féminisme donne d'abord la parole à la personne, à la fois qui subit, à la fois les oppressions. Et les femmes, il n'y a pas d'égalité ou d'équité. En tout cas, dans les foyers polygames, les femmes souffrent parce que derrière, les femmes, aujourd'hui, le pouvoir, certes dans de l'économie informelle, la plupart des femmes en Afrique, en fait, hein, et c'est les hommes qui ont le pouvoir politique, et parfois les grosses décisions économiques sont les femmes. Donc, du coup, elles dépendent énormément des femmes. Et lorsque tu dépends de ta survie d'un être humain, tu es obligé de composer avec la personne, en fait, même si tu n'es pas d'accord. Oui, prends l'exemple, ma grand-mère, par exemple, c'est elle qui avait cherché la deuxième femme. Elle avait cherché pour quelle raison? Parce qu'elle était tout le temps, c'était une femme dynamique, qui faisait énormément de commerce, et qui était très occupée. Mais comme elle avait peur que mon grand-père, en fait, aille chercher une autre, elle a dit, moi, je vais chercher une pour lui. Après, ça a avéré vraiment très néfaste. Elle a regretté après ce choix-là, en fait. Mais alors, donc, elle a plutôt fait... C'était quoi? C'était une main-d'œuvre? C'était plus... Encore une fois, parce que... Non, c'est plutôt... Voilà, pas la main-d'œuvre. C'est-à-dire que comme on me demande, la société, d'avoir un travail sexuel, pratiquement dans le sens du couple, puisque je ne suis pas en mesure de le faire, je vais trouver moi-même, pour être sûre de pouvoir avoir un contrôle, pour qu'elle me permette quand même de pouvoir continuer à gérer mes enfants, et en fait, c'est ça, je vais chercher moi-même. C'était la démarche de ma grand-mère, en fait, et tout. Et du coup, oui, encore une fois, avoir un choix libre, on ne peut pas dire que les femmes ont un choix libre lorsque tu vis sous le joug de l'oppression. Comme on dit, voilà, un esclave, il est libre. Pourtant, il y en a oppression. Et pourtant, j'en connais qui ne sont pas dans des contraintes, mais qui aimeraient même d'ores et déjà vous dire que j'aimerais être de seconde épouse. Donc, pour moi, c'est un choix de vie. Au-delà, il n'y a aucune coercition ni contrainte par rapport aux femmes. Je vais encore finir. Tu ne peux pas être dans un choix libre. Mortifère. Je vais terminer la On allait juste finir. Est un véritable poison pour la femme. D'accord. Les jeunes sœurs ne doivent pas écouter ce genre de discours. Vous aurez la parole. Un choix, en fait, on ne peut pas parler de choix libre. Encore une fois, tous nos choix sont conditionnés. La question, c'était de savoir si le féminisme est une importation occidentale. Elle n'est pas du tout une importation. Ça correspond aux réalités africaines. Elles ont parlé, les femmes, en fait, qu'on ne peut pas dire je défends les droits des femmes et en son tour de prendre une deuxième femme alors que je vais souffrir. Elle a raison. L'amour, c'est question de responsabilité. Tu ne peux pas dire m'aimer après me faire souffrir. C'est complètement... La notion de mariage... J'ai pas terminé. Là, je vous rejoins. Pour une fois, je rejoins McLean. Parce que la tradition du mariage, effectivement, elle vient avec l'amour. C'est en fait dans les années 80 qu'on a apporté l'importation de l'amour. Sociétale aussi.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Dire que le mariage en Afrique n'a rien de sentimental, non, je ne suis pas d'accord. Non, il parle historiquement, il a dit historiquement. Mais je pense que c'est en toute liberté que les femmes puissent choisir. Il n'y avait pas de sentiment dans le mariage. S'il vous plaît. Alors, avant l'époque, là par contre, je le rejoins, le mariage n'avait rien de sentimental. Le mariage protège. Rapidement. On n'apporte pas de protection non plus. Alors, s'il vous plaît, madame, messieurs, la question du début, c'était de savoir si le féminisme est une importation occidentale ou pas. Et tout au long de ces parties, vous avez apporté chacun des arguments, d'accord ? Là, on a un autre sujet qui occupe l'actualité depuis quelques jours, c'est la loi. Donc, je rappelle que le président sénégalais Diomaye Faye a promulgué une loi le 31 mars durcissant drastiquement les sanctions contre l'homosexualité, selon le journal officiel qu'on voit apparaître. Et je voulais vous poser la question de savoir, on a commencé ce sujet, cette émission en parlant du féminisme. Là, on est sur la question de l'homosexualité. Et le durcissement de la loi au Sénégal a entraîné énormément de débats. La première chose, déjà, c'est que je voulais vous passer la parole, Monsieur Mbeng, pour savoir, en fait, pourquoi ça cristallise autant d'attention, de savoir que là, depuis février, il y a tout un débat qui durcit, qui criminalise maintenant les actes homosexuels au Sénégal. Karine, permettez-moi de vous rectifier aussi sur le fait que ce n'est pas une loi qui durcit l'homosexualité, mais c'est surtout une loi qui durcit les sanctions contre l'homosexualité. Les sanctions contre les relations contre nature, les actes contre nature faits en public. Ceci pour dire que nous n'avons pas de problème au Sénégal avec les droits individuels et privés. Dès lors que la praxis se fait d'une manière privée, on n'a aucun problème avec l'État. Mais l'État est obligé aussi de réagir par rapport à ce qui se fait au vu et au su de tout le monde. Et le timing aussi, il faut se poser la question du timing du durcissement de la loi 65-60 qui existe depuis 1965, le 21 juillet notamment. Donc, parmi cette panoplie juridique, il y a juste l'article 319 qui a été touché pour un durcissement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de sécurité nationale. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de l'homosexualité en réalité. Il s'agit d'un groupuscule qui divise, en fait, qui sont là pour faire diviser une maladie qui est le VIH-Sida. Et là, vous parlez de l'actualité récente avec ce monsieur qui a été interpellé parce qu'il propageait la maladie. Il y a au moins 42 personnes qui ont été interpellées. Et donc, plus de la moitié ont été testés séropositifs. Ils le savaient. Ils continuent à divulguer la maladie. L'État, quand même, dans sa volonté régalienne, est obligé de sévir. Raison pour laquelle, aujourd'hui, cette loi qui a été promulguée est surtout une loi qui est dissuasive dans le sens où c'est inviter les gens à prendre leurs responsabilités. Mais même si, je le redis, l'homosexualité ne rentre pas dans le cadre de nos us et des coutumes, mais quand même au Sénégal, nous sommes tolérants. La gestion de l'autre, la gestion de l'autrui ne pose pas forcément problème. Très bien. Sandrine, est-ce qu'on peut dire finalement que cette pratique aussi, cette pratique d'orientation sexuelle, l'homosexualité, est une importation occidentale dans nos sociétés ? C'est pas une importation en fait. Le désir qu'on a pour une personne, que ce soit de sexe différent ou d'un même sexe, n'est pas une importation en fait. Elle existe depuis longtemps en Afrique en fait. C'est pas une importation. Après, Monsieur Mbeng dit en fait c'est pour arrêter la prolifération du VIH, arrêter les couples hétérosexuels, puisqu'il y a plus de couples hétérosexuels que de couples homosexuels. Arrêtez les couples hétérosexuels si vous voulez arrêter le VIH. Dans les chiffres, la plupart même la prolifération du sida, elle est beaucoup plus importante dans les couples hétérosexuels. Dans ce cas de figure, ce n'est donc pas... voilà, si c'est l'argument, je vais vous donner beaucoup d'arguments. On va juste la laisser finir. On va juste la laisser finir. Oui, mais je veux dire, vous avez dit que c'était pour stopper la prolifération. Il y a eu récemment au Sénégal un monsieur qui a été pris sur le fait. Bien compris. Parce que je reprends l'argument, en fait. Si c'est arrêter, stopper la prolifération du VIH, mon Dieu, ce n'est pas les homosexuels qu'il faut toucher, c'est les hétérosexuels en plus qu'il faut toucher. Vraiment, si c'est ça l'argument. Voilà, et d'autant plus que s'il n'y a pas d'hétérosexuels, il n'existe pas d'homosexuels. Pour répondre à Madame Ngatou. Alors, moi, je voulais qu'on avance dans le débat. Est-ce que vous saviez, par exemple, qu'il y a plusieurs pays qui ont durci leurs lois sur le continent africain et qu'il y a même des peines de mort pour ceux qui sont reconnus comme homosexuels. Et parmi ces pays, on cite notamment l'Ouganda,
l'Arabie Saoudite, bien entendu, mais c'est pas sur le continent, l'Iran, le Yémen, et puis sur le continent, la Mauritanie et le Nigeria, où là, les peines sont beaucoup plus sévères et plus difficiles. Peut-être un commentaire, Monsieur Sikadi. Je pense qu'il y a beaucoup de pubs là-dessus. Je pense pour moi que c'est pas un problème central. Si on prend un pays comme le Sénégal, vous avez combien de millions d'habitants? 12, 15 par là? Ouais. Voilà. Il y a 18 combien? millions maintenant. 18 millions maintenant. Vous pensez qu'il y a combien d'homosexuels au Sénégal? Il y a une c'est à peine, pardon, 0, je ne sais pas combien de pourcents. Pourquoi ça doit faire l'objet d'un grand débat dans tout le pays alors qu'il y a des... Parce qu'il y a des la problèmes de parce violence qu'il y a la conjugale. prolifération du VIH. Non, pour moi, je pense que c'est assez léger. S'il y a quelques homos, voilà. Mais je même pense si, que, On va juste le laisser répondre. Je pense que le problème de l'excision au Sénégal est plus important. Je pense que le problème de la scolarisation de la femme, c'est beaucoup plus important. Je pense qu'il y a tellement de problèmes plus importants que ça. Donc, je pense qu'il y a une sorte de propagande sur ces choses-là pour moi. Donc pour vous, c'est peut-être la médiatisation. Il y a une hyper-médiatisation excessive. de cette histoire. Je pense qu'il y a des problèmes bien plus sérieux à régler. Certains hommes politiques aiment bien l'utiliser pour masquer eux-mêmes leurs propres défaillances en termes de gestion et autres. Ce que je pense, c'est... Je disais par exemple une fois à la dame, Madame Ndoki, camerounaise que vous connaissez, qui était lors d'une conférence, qui disait qu'elle voulait être députée du MRC justement, parce que son objectif c'était de dépénaliser, de porter le problème de la dépénalisation de l'homosexualité au Parlement camerounais. Et donc ce jour, j'avais pris la parole pour lui dire, Madame, quand vous parlez de ce genre de sujet, je ne peux pas être d'accord avec vous pour la bonne et simple raison que au Cameroun, les gens doivent manger, les gens doivent se vêtir, les gens doivent se soigner. Il y a des problèmes bien plus importants. Donc si vous voulez être député tout simplement parce que votre projet c'est aller faire ce genre de promotion de la débauche, je suis contre à 100%. Donc je pense que quelque part... Non, mais par contre, monsieur Sikadi, vous êtes contre le fait qu'on parle de la loi qui criminalise et vous êtes contre le fait que Madame Ndoki propose de dépénaliser justement au Cameroun. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est qu'on en fait trop sur des choses qui sont pour moi subsidiaires, voire même plus. Mais c'est un débat de société. Oui, mais un débat de société qui prend déjà trop de place, à mon avis. Ça commence à... Moi, ça me gêne. Il n'y a pas de catégorisation en matière de société. Ça Ensuite, là où je le rejoins, Monsieur Mbeng, oui. J'ai l'impression que M. Sikadi veut comment dire, rendre minimaliser, en fait, si je peux m'exprimer. Minimiser, oui, tout à fait. Minimiser, excusez autant pour moi, le problème. Mais non, c'est un problème de question nationale, dans le sens où il y a une prolifération d'une maladie. La loi là, le timing qui a été utilisé, c'est qu'il y a un problème qu'il faut stopper tout de suite. Et Madame parlait tout à l'heure de hétérosexualité, effectivement, mais en fait, c'est une question de temps. C'est-à-dire, dans nos contextes actuels, le problème, c'est un problème d'homosexualité. On voit des hommes qui savent porteurs du VIH, mais qui se permettent de le transmettre et utiliser en fait une couche faible pour transmettre le VIH. Et à ce moment-là, l'État est obligé de réagir. Alors, Madame Gatou va peut-être répondre. Est-ce qu'il y a une instrumentalisation du politique sur ces lois, sur ces lois pénalisant en fait, ou pas je rejoins... Monsieur Sikadi. En fait, là-dessus, la plupart des politiques, la plupart des politiques utilisent en fait ces lois-là pour oppresser un peu plus les personnes minoritaires, pour masquer en fait leur incompétence en fait en général. Donc voilà, c'est comme là on va utiliser les personnes en France, les personnes racisées pour pouvoir masquer une incompétence, la prolifération du racisme et tout ça pour masquer l'incompétence politique, en fait, c'est tout. Après, pour moi, minimiser un être humain en disant mais tu ne fais que 1%, on s'en fout de toi, je n'ai pas... Non, moi, déjà, je suis féministe radicale, c'est de considérer tout être humain comme, voilà, toute personne a une valeur humaine pour moi, peu importe ce qu'elle est, son désir vis-à-vis de notre personne. Et oui, je rejoins M. Benguet, ça fait partie des sociétés, donc on doit s'en occuper de ces personnes, donc d'où dépénaliser, les reconnaître en fait, telle qu'elle, en fait, elle a le droit, enfin, elle fait ce désir qu'elle a pour une autre personne, même sexe. Qu'est-ce que ça peut faire? Non, c'est un gros problème. Alors, on arrive au terme. Je ne peux pas vous laisser dire que c'est quelque chose d'anormal. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Monsieur Bertrand Sikadi. C'est encore le discours, une fois, des féministes qui, la plupart du temps,
sont très en accord avec des gens qui défendent les associations LGBT et autres. Il faut bien me comprendre. Tout à l'heure, j'essaie toujours de faire le rapprochement qu'il y a entre le féminisme mortifère occidental et le rapprochement avec tous ces siècles. C'est quoi le féminisme mortifère? Agressif, ce genre de féminisme à l'occidental qu'on est en train de nous imposer, ce genre de féminisme où on impose, voilà, on prend beaucoup plus de place. Et ce féminisme n'est pas là pour défendre les droits des femmes, mais c'est un féminisme qui est là pour lutter contre les hommes. C'est ça. Ça, vous l'avez déjà dit, voilà, ça vous étiez déjà là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Il y a beaucoup de, juste pour sortir, il y a beaucoup de propagande. Il y a beaucoup, je pense, ils prennent trop de place. Je dis bien, ça ne veut pas dire que le problème de 1% ou 0,1% ne doit pas être réglé. Je dis tout simplement qu'on peut le régler autrement, sans toutefois en faire un objet central, parce qu'il y a des problèmes bien plus importants, des problèmes de route, d'accès à l'eau, à l'électricité. C'est ce qui doit faire débat, voilà, par exemple au Sénégal. Dans les sociétés. Voilà, dans les sociétés africaines. Très bien, on arrive au terme de cette émission. Juste un mot chacun pour conclure. Est-ce qu'on peut penser que voilà, nos sociétés africaines finalement, qu'est-ce qui doit occuper le débat dans nos sociétés africaines? Monsieur Sikadi vient d'apporter quelques éléments de réponse. Est-ce qu'on peut penser que le féminisme, voilà, l'homosexualité, ce sont des importations occidentales ou pas? Mais comment est-ce que vous conclurez, vous? Quel mot pour conclure, Monsieur Mbeng, ce débat? Bon, pour conclure, je pense à l'aventure ambiguë d'Amadou Hampâté-Bâ, où Samba Diallo, il disait ceci, il disait « Ce que je dois apprendre vaut-il mieux ce que je sais déjà ?» Et pour réponse, Léopold Sédar Senghor l'a répondu bien avant, en disant que l'enracinement est ouverture. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est dynamique. Et un monde qui est dynamique, on ne peut pas se recroqueviller dans un cercle et essayer d'imposer une manière de voir ou une culture. Mais aujourd'hui, les cultures se rencontrent, les cultures se frottent. Mais quel que soit Alpha, on a besoin de préserver une identité bien chez nous qu'on doit transmettre aux générations futures. Très bien. Un petit mot, Sandrine, pour conclure. L'homosexualité n'est pas une importation occidentale, ni le féminisme n'est pas une importation occidentale. En fait, le désir à l'encontre des personnes existe depuis... c'est même plutôt la colonisation qui a apporté la pénalisation en fait, de l'homosexualité. En fait. Encore une fois, je demanderais aux téléspectateurs d'aller un peu se renseigner et de s'informer sur vraiment l'histoire de l'homosexualité, en fait, en tout cas en Afrique, et la dépénalisation arrivée avec la colonisation. Voilà. Monsieur Sikadi, pour conclure. Alors, ce que je dis pour sortir, c'est qu'il faut éviter, je pense qu'on en fait un peu trop. Et vous savez pourquoi? Le problème est là. Il y a l'Occident qui organise les choses, c'est-à-dire qu'à travers des lobbying LGBT. Et ces lobbying-là font le travail pour imposer aux Africains, aux États africains, la dépénalisation, soit vous dépénalisez. Et d'ailleurs, la première étape, c'est quoi? Il faut d'abord dépénaliser. La seconde étape, c'est quoi? C'est qu'il faut légaliser l'homosexualité, comme c'est déjà le cas en Afrique du Sud. Rapidement pour conclure. Donc, il faut savoir que derrière, quand on parle de féminisme, homosexualité en Afrique et tout, non, c'est pas anodin. Il y a l'Occident derrière, avec des lobbying très puissants qui travaillent à ce que, non seulement qu'on dépénalise dans un premier temps, et que dans un deuxième temps, qu'on légalise la débauche. C'est la promotion de la débauche qui est en cours. Et on se sert de qui? Encore une fois, on se sert des féministes. Et ce sera votre mot, voilà, ce projet de destruction de l'Afrique. Votre mot de la fin. Pas l'accepter. Très bien. Merci beaucoup Sandrine, merci beaucoup Monsieur Mbeng, merci beaucoup Monsieur Sikadi. C'était l'émission Sans Tabou. Nous avons choisi d'aborder des sujets de débat qui fâchent, le féminisme, la loi criminalisant l'homosexualité. Rendez-vous pour un prochain numéro. Merci à toutes les personnes qui m'ont permis de réaliser cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous, chers invités. Merci.